critique par rapport à la monarchie présidentielle. Il est arrivé qu'elle faiblisse, qu'elle ne soit pas à la hauteur de ses protestations du passé, mais moi j'estime que notre devoir est, cette fois-ci, de dire c'est trop dangereux. En plus, vous avez vu le dernier nommé, hein, on a vu ce que ça a donné. Donc c'est bon, on va attendre quoi? Que Caligula soit élu pour se rendre compte qu'il y a un problème avec des institutions pareilles. Donc le passage à la 6e République est une des grandes causes que doit se donner la gauche. Il faut qu'elle porte cette couleur-là. Et je vous annonce que, comme cette question est très importante, je pense que nous, le Front de gauche, nous avons l'intention d'en faire un rassemblement public pour la 6e République. Peut-être au début du mois de mars, nous comptons le faire, et ça sera un rassemblement populaire. Nous demanderons aux citoyens, à ceux qui aiment la République au sens démocratique du terme, de se rassembler autour de nous et du Front de gauche à la mi-mars vraisemblablement. Est-ce que j'ai répondu cette fois-ci? Oui. Vous avez l'air d'aller bien, hein? Ouais, ça va. Non, pour être... c'est beaucoup. Écoutez, je veux répondre sérieusement. Je suis épuisé. Et je me méfie des décisions qu'on prend en état d'épuisement. Parce que le mois de janvier est un mois qui était crucial pour le Front de gauche. Chacun a sa part du combat. La mienne est singulière, hein, je ne vais pas dire le contraire. Quand on est le candidat commun, personne ne m'a forcé à l'être. Hein, donc... je le suis, il faut que j'assume tous les aspects de la tâche. Donc, un de mes rôles est d'être un peu un stratège. Je le fais avec les autres, on se réunit tous les lundis matin, je vous révèle la chose. Nous sommes une dizaine autour de la table et on calcule comment on s'y prend, et tout ça est serré de très près. Le mois de janvier, vous savez, pour le niveau où nous sommes, nous, hein, on peut à tout instant être au top ou dans le néant. Donc pour moi, la campagne, elle recommence quasiment tous les mois. Ça sera comme ça jusqu'au 22 mars. Et à partir du 22 mars, ça sera tous les 15 jours. Et puis dans la dernière longueur, ça sera toutes les semaines. Et dans la dernière longueur, tous les jours. Tous les jours. On peut perdre une élection, tout peut être détruit en 3 jours. Les 3 derniers jours. Parce que les décisions de vote se prennent de plus en plus tardivement. Parce que la situation politique que nous vivons est à rebondissement permanent. Le système financier international peut s'écrouler après-demain. L'euro peut disparaître de nos poches peut-être le mois prochain. Les candidats que nous voyons, nous en avons quand même vu quelques-uns qui ont saturé la scène médiatique. Hein, pendant longtemps, il a été impossible de parler d'autre chose que d'eux. Ils ont disparu. Où sont-ils? Dans le néant où ils ont disparu. M. Borloo n'est plus là, M. Besancenot n'est plus là, M. Strauss-Kahn n'est plus là. Et combien de kilomètres de textes et de sondages ont été faits sur ces 3 personnages? Donc c'est l'élection la plus volatile que la Ve République ait connue. Non seulement en raison des circonstances extérieures, de l'instabilité de la scène politique qui est liée au fait que la plupart des protagonistes de cette scène se cherchent, n'ont pas de stratégie d'affrontement de la crise, et en tout cas pas de stratégie de sortie par le haut. C'est-à-dire comment peut-on dominer l'ensemble des paramètres qui font la crise? Bon, vous avez 2 techniques, on s'y soumet, on fait du Papandréou, ou bien on affronte, mais personne ne l'a encore fait, à part ceux d'Amérique du Sud, et moi qui le propose avec le Front de gauche dans mon programme. Donc j'admets que tout ça est un peu dans le brouillard. Mais surtout, et le plus important, c'est que la masse des Français ne sait que faire. Et c'est sur ce diagnostic que j'ai construit ma propre ligne stratégique, et notamment le titre du livre « Qu'ils s'en aillent tous ». D'aucuns ont cru que c'était une espèce de poujadisme. On m'a attribué tous pourris, mais ce sont les gens qui n'ont pas été capables de lire plus que le titre. Certains ont regardé seulement la photo, ils ont vu que c'était mon livre. D'autres ont lu le titre et ont fait des commentaires. D'autres ont quand même lu la première page et même la 4 de couve. Mais l'esprit du texte, les innombrables lignes que j'écris, puisque je vous saoule avec ça presque autant qu'avec mes paroles, avec mon blog, j'ai longuement analysé le fait que dans le moment dans lequel nous étions, dans les sociétés qui ont été dévastées par le libéralisme, les anciennes formulations politiques deviennent minoritaires. La plupart des gens ne se réfèrent plus, ça me déchire de vous le dire, ni à la droite ni à la gauche. Pas parce qu'ils sont devenus tous fascistes ou parce qu'ils sont devenus tous centristes, c'est parce que tout ça ne veut rien dire pour eux, c'est tout du pareil au même. Et donc aujourd'hui en France, il y a 20% d'un côté, 20% de l'autre, peut-être 25%, et une masse immense au milieu qui ne sait de quel côté se tourner et qui tâtonne. D'où le rôle essentiel des médias pour aider cette masse qui tâtonne à se repérer. Je dis bien à se repérer par elle-même,
pas lui prescrire ses comportements, hein, à se repérer par elle-même. D'où l'importance du sérieux du traitement des contenus des programmes, mais pas sous l'angle sous lequel on nous soumet tous au grand oral permanent de l'ENA ces temps-ci, hein, c'est-à-dire vous arrivez, on vous dit « Comment vous financez ?» Alors ça, c'est la question qui tue. Hein. Bon, et il y en a qui doivent connaître cette histoire, je l'ai déjà racontée, peut-être même ici. Jean Jaurès faisait des discours à la tribune de l'Assemblée sur le socialisme. À l'époque, ça se faisait. Hein. Et alors, il expliquait ce qu'on allait faire et comment on allait s'y prendre et tout ça. Et sans cesse, des bancs de droite venaient des interjections. Il disait « Chiffrez votre projet, monsieur Jaurès », déjà à l'époque. Hein. Et bon, évidemment, déjà à l'époque, Jaurès n'avait pas envie de leur répondre, parce que ça ne se présente pas comme ça. Et un jour, il finit par s'interrompre, puis s'arrête et il dit « Mais écoutez », il parle aux bourgeois, à ceux de droite, il dit « Vos ancêtres politiques », parlant de la grande révolution de 1789, « Vos ancêtres politiques avaient-ils chiffré leur projet républicain, hein, et il leur dit « Et pourtant, ça ne les a pas empêchés, pour faire face à la nécessité de collectiviser la terre, qui était le bien principal à l'époque, à proportion parfois de 100% des terres disponibles parce qu'elles appartenaient toutes à l'Église. » Donc vous voyez que la question du chiffrage doit toujours se poser dans les conditions particulières du système qui se met en place. Alors, votre rôle, me semble-t-il, si je peux me permettre, c'est d'aider à comprendre quelle est la cohérence interne de chaque projet. Bon, moi ça va, je suis tranquille, je réponds à chaque fois, bon, ben, vous m'avez demandé combien ça coûte, demandez-moi d'abord combien ça rapporte. Alors là, il change de tête, parce que ça m'oblige à dire à qui je vais le prendre. Ce qui est rarement une bonne nouvelle pour ceux à qui je m'adresse. Donc, bah oui, c'est souvent comme ça. Hein. Alors, voilà comment se pose la question du projet spécifique du Front de gauche. Il a sa propre cohérence. On ne peut pas le comprendre si l'on sépare les différents éléments qui le constituent. Si l'on sépare la question du SMIC de la planification écologique, si l'on sépare la planification écologique des autres aspects comme la transformation de la Ve République en Sixième République, on ne comprend pas ce que nous faisons. Nous ne sommes pas en train de jouer à l'intérieur de la partie et des normes des autres. Bon, François a choisi de jouer à l'intérieur de leurs normes, pas nous. Alors, je voudrais interroger le stratège Mélenchon, puisque vous avez expliqué tout à l'heure que oui, c'était une partie de votre travail. Je vais aborder une question, un terrain sur lequel je risque de me faire engueuler, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, c'est le Front National. D'abord, dans les sondages, avec toutes les réserves qu'on peut faire sur les sondages, Marine Le Pen est extrêmement haut. Si on rentre dans les détails des sondages, elle est très forte dans ce qu'on appelle improprement sans doute les classes populaires. Et il y a un changement depuis une dizaine de jours où il suffit d'aller voir les principaux responsables de la droite pour voir qu'ils ont réellement peur aujourd'hui qu'elle devance Nicolas Sarkozy au premier tour de la présidentielle. Comment vous analysez cet ensemble de choses et surtout, ce qui est beaucoup plus important, quelle stratégie pensez-vous qui est la bonne pour combattre le danger du Front National? Bon, je vais d'abord mettre de côté une explication que j'ai déjà produite tant de fois que je risque de vous ennuyer. À la fois sur ce qu'il faut penser des sondages, qui d'après moi ne valent rien quant à la méthode d'investigation, mais valent dans la méthode d'injonction. C'est-à-dire que quand vous répétez tout le temps la même chose, ça finit par se réaliser dans la tête des gens. Ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Bon. Et puis les gens, ils sont braves, ils n'ont pas de raison de douter de tout ce qu'on leur dit, ils écoutent, ils essayent de se faire une idée. Mais comme vous dites tous pareil, donc ça doit être vrai. Bon, ça c'est la première chose, je mets ça de côté. Deuxième chose que je mets de côté, c'est le rôle singulièrement néfaste que joue tout un système médiatique, et vous deux personnellement avec les autres, notamment vous cette semaine, vous battez des records, parce qu'on s'en est pris, la semaine dernière, on s'en est pris à Demorand, mais alors franchement c'était un enfant de cœur à côté de Safran de cette semaine. Bon. C'est la plus-value de l'hebdomadaire. Hein. Bon, mais on s'en expliquera ailleurs. Oui, j'en parlerai à un autre moment. Maintenant, supposons que j'accepte tout ce que vous venez de dire. D'abord, vous avez parlé de stratégie. Il faut en effet penser toujours les événements en dynamique. D'où tout ça est-il venu? De deux choses qui se sont dans le temps déroulées à des rythmes différents. Je parle du cas le plus récent. Le président de la République a levé la digue entre la droite et l'extrême droite. Donc, tous ceux qui étaient à droite et qui se radicalisaient dans des positions de droite sont allés sur l'extrême droite.
Le président leur a dit c'est bien comme ça, oui, le problème c'est les étrangers, etc., etc. Il l'a fait ici, à Grenoble. Donc il a créé une dynamique en faveur de Madame Le Pen. Et c'est cette dynamique qui s'est sentie, qui s'est vue tout aussitôt. Les gens vont dire mais c'est pas croyable, il y en a plein qui me disent ci, qui me disent ça. Parce que ceux qui étaient de droite à ce moment-là, l'ouvrier de droite, ne cachait pas son point de vue pro-UMP, c'était pas facile pour lui avant. Quand il fallait qu'il affronte les communistes, quand il fallait qu'il affronte les syndicalistes, donc les ouvriers de conviction de droite ne sont pas des lâches et des peureux. Hein. Donc ils sont allés franco de port à l'extrême droite comme ils étaient avant à droite. Et donc on a eu l'impression, qui était vraie, qu'il y avait une dynamique. Oui, il y avait une dynamique, mais elle partait de droite. Qu'ils aient embarqué à partir de cette dynamique des secteurs hésitants ou perplexes de la gauche, c'est vrai aussi, mais pas dans les proportions qu'on dit. Et pourquoi ça s'est fait? Parce que la gauche a abandonné, et d'abord le principal parti de gauche, le Parti socialiste, a abandonné le terrain. Non seulement de la construction idéologique et politique, mais surtout des réponses. Vous comprenez, vous ne pouvez pas aller voir la classe ouvrière qui souffre, qui est dans l'angoisse du devenir de son outil de travail, qui est méprisée, et venir avec des formules approximatives, des bonnes paroles. Bon, voilà, moi c'est ça que j'ai découvert dans le référendum de 2005. J'ai découvert que comme socialiste, je faisais, mais comme les autres, hein, je faisais partie de ceux qui tenaient le couvercle. Voilà. Alors, les deux éléments combinés, on lui a laissé un boulevard. Elle fait ce qu'elle veut. Quelle est la dernière ligne de résistance en milieu ouvrier? Le syndicalisme ouvrier. Voilà. Une fois que vous enlevez le syndicalisme ouvrier, il ne reste plus rien. Sauf que le syndicalisme ouvrier, lui aussi, il est placé sous les coups. Il reçoit des coups tous les jours. C'est dur d'être syndicaliste. Les types se font licencier, leurs carrières sont pétées, la vie de famille est complètement perturbée par la violence des chocs qu'on reçoit. Donc les syndicalistes, leur boulot, c'est de rassembler tout le monde et d'essayer d'évaluer, comme des stratèges, la position à partir de laquelle le plus grand nombre vient. Or, la position à partir de laquelle le plus grand nombre venait, notamment sur la bataille sur les retraites et le reste, c'était pas de commencer des polémiques politiques à l'intérieur de l'usine. Par conséquent, les syndicalistes ont dû plus d'une fois marquer le pas, jusqu'à ce que, prenant conscience, avant la politique, de la violence du danger, par exemple, la CGT lance un cycle de formation et d'agitation, qui tombe à peu près en même temps que nous, pour que ces syndicalistes se mettent en mouvement à aller détricoter le pull vert de Madame Le Pen en milieu ouvrier. Alors, maintenant, j'accepte cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est quand même terrible. Il faut y aller. C'est tout. Comment on a fait avant? On s'est trompé sur la ligne politique. Ce n'était pas la morale qu'il fallait faire. C'était l'effet Dracula. J'ai appelé ça comme ça. On allume la lumière et on montre que ce qu'elle raconte, c'est un tas de fadaises qui n'a aucun sens. Mais il faut y aller sur les terrains les plus difficiles, pas sur les plus faciles. Par exemple, l'immigration, il faut prendre le problème de plein fouet et dire, madame, vous mentez, ce n'est pas possible. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait qui vous tire dans le dos en venant expliquer le contraire. Si on ne donne pas de papier aux travailleurs sans papier, les travailleurs sans papier continueront à être la masse de manœuvre du patronat contre les travailleurs à statut. Donc, pour cesser la délocalisation interne en France, il faut donner des papiers à tous les travailleurs sans papier pour qu'ils puissent se syndiquer, revendiquer leurs droits et que le rapport de force entre capital et travail soit amélioré. Mais il faut aller à la difficulté. Il ne faut pas aller à dire oui, mais je... Bon, alors attendez. Donc, le Front de gauche a pris une décision politique. La campagne électorale, nous, c'est pas du ramasse-miettes. C'est pas je cajole la tête de ceci, je caresse celui-là, je fais bonne mine. Alors vous savez, on vient tous les jours me demander ça comme si c'est du marketing. Et qu'est-ce que vous faites pour les jeunes de moins de 18 ans? Et qu'est-ce que vous faites pour les jeunes qui ont entre 23 ans et 24 ans et demi? Et qu'est-ce que c'est bon quoi à la fin? La vie, c'est pas toutes ces catégories. C'est quelle est la ligne d'horizon commun qu'on peut avoir. Donc, la campagne du Front de gauche, elle doit être un moment d'éducation collective. Donc, nous avons pris la décision que, puisque le danger était là, de l'affronter. Pas de dire, comme j'ai vu certains le faire, nous ne laisserons pas faire. Ben vas-y, Coco, si tu laisses pas faire, vas-y. Vas-y, attaque, prends les sujets, un par un. Cette femme dit qu'elle veut donner 200 € pour augmenter les salaires.